Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, salut les turfas et bienvenue à toutes et à tous dans Salut le Turfu, l'émission qui explore le futur dans la joie et l'allégresse. Alors aujourd'hui on va sortir de l'actu pour vous offrir notre sélection culturelle mensuelle consacrée comme d'habitude aux représentations du futur dans la culture, qu'elle soit populaire ou pas d'ailleurs. L'idée c'est donc de faire un tour de table dans lequel chacun et chacune des journalistes autour de la table va vous présenter une œuvre en insistant sur l'intérêt qu'elle peut avoir par rapport à notre obsession futurologique. Sans plus attendre, parce que le programme est un peu lourd, un peu chargé aujourd'hui, on va passer du documentaire Netflix American Vandal à l'utopie écolo datant des années 70, Ecotopia. On va parler d'une grosse production SF de l'espace avec Sean Penn. On va évoquer une dystopie turque et last but not least, les plus cool des espions français. Trop cool. Vous auriez reconnu bien évidemment nos amis du Bureau des légendes. Un programme donc bien chargé et j'arrête là cette petite intro pour vous présenter rapidement les journalistes d'Uzbek Erika, tous ici présents autour de la table, à commencer par Romane Munier. Salut Romane. Salut Guillaume. L'excellente et non moins drama queen Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Le fabuleux et non moins drama apocalyptique Vincent Louquez. Salut Guillaume. Et notre chef et maître à tous Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. À chaque fois tu m'imites, c'est super. Sans plus attendre encore une fois, on va commencer avec Blaise qui va parler sans m'imiter d'American Vandal. Je crois que c'est toi qui voulais parler de ça. Tout à fait Guillaume. American Vandal, donc revenu en septembre pour une deuxième saison. L'année dernière, ça avait été une bonne surprise, très bien accueillie par la critique et par le public. Série Netflix, prod Netflix. J'avoue que j'avais raté la saison 1 l'année dernière. Donc Moi j'ai aussi. tout binge-watché, j'ai tout regardé à la suite. C'est très addictif et c'est très très bien écrit. Le pitch, en quelques mots. Alors c'est très dur à pitcher, mais j'ai réussi à le faire. Donc dans la première saison... Bravo Blaise. Merci. Moi j'attends. Donc dans la saison 1, bravo. Peter Maldonado et Sam Eklund, deux lycéens, réalisaient un documentaire en forme de contre-enquête pour identifier la personne coupable d'avoir tagué des bits sur les voitures de tous les profs du lycée. Des bits. Cette fois, nos deux journalistes en herbe reviennent pour répondre à l'appel d'une élève de la San Bernardine High School, un lycée privé de Seattle où des centaines d'élèves ont été soudainement frappés d'un étrange mal. Most of us just shit our pants right in front of everyone. People are just trying to find a place where they could shit. This was the worst thing I've seen in 20 years. Before it was all over, it had a name. The Brownout. Voilà, The Brown Out, allusion évidemment au Blackout, donc de quoi on parle, vous avez bien entendu, pour ceux qui sont un peu fluents en anglais, on parle d'une épidémie de diarrhée aiguë, provoquée donc chez ces lycéens, parce que des laxatifs ont été versés dans la limonade de la cantine. Non, c'est bien, on commence tout de suite avec du caca, moi je c'est totalement parfait. scato la saison 2, il faut vraiment, âme sensible, s'abstenir. Le coupable, c'est un certain Turd Burglar, donc littéralement l'étron masqué. Oui. Et vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le futur. Voilà. C'est un pitch scato De quoi absurde tu parles? pour teenagers. Eh bien, pas du tout, car comme dans la saison 1, American Vandal détourne avec beaucoup de second degré et un certain brio les codes des séries policières et des true crimes. Les true crimes, c'est ces documentaires sur des faits divers. Qu'on adore. Voilà, on a des témoignages face caméra avec le mur sombre derrière, hyper ému, des larmes dans tous les sens, des confessions. On a des plans serrés sur les yeux des gens, machin. Ouais. Des gros plans serrés. On a les deux enquêteurs qui sont en train de se prendre la tête face à leur tableau Velleda, en train de décrocher, de raccrocher les portraits des suspects. On est à fond dedans comme s'ils poursuivaient un serial killer alors qu'ils cherchent le mec qui a provoqué ce brownout, voilà. À la cafétéria. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est turfu ? Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que cette série
Sous ces airs, vous avez peut-être entendu un petit bruit un peu bizarre derrière moi, donc ça Qu'est-ce qui n'est se ni passe un Vuvuzela, ni Roman qui a lancé un deuxième son extrait de American Vandal, c'est juste des travaux qui sont au-dessus d'Uzbek Erika en ce moment. La complainte de la perceuse. C'est la les, complainte de la quotidienne. perceuse. bon, les aléas du direct. Qui risque de percer quelques podcasts dans les semaines qui viennent. C'est fait, c'est dit. Et donc, sans transition, pourquoi Turfu ? Parce qu'on a, avec American Vandal, une vraie brillante réflexion sur notre civilisation numérique. Il y a le côté un peu désopilant, un peu absurde, qui pourrait faire croire que c'est une série légère. Sur cette saison 2 en particulier, qui est moins drôle que la première, mais qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe d'un point de vue narratif, on a la preuve évidente qu'il n'y a pas de distinction désormais entre vie réelle et vie numérique. À l'heure où les réseaux sociaux grouillent de preuves, de traces, d'indices dont des générations entières de flics et de journalistes d'investigation avaient toujours rêvé. American Vandal nous parle dans cette saison 2 de manipulation psychologique, de harcèlement, à travers notamment des images truquées, des fausses identités, tout ça à grand renfort de réseaux sociaux et de devices dans tous les sens. Donc c'est vraiment une série sur les années fake news, sur la manipulation de l'information, et c'est fait avec beaucoup de brio. Et puis c'est un portrait assez réussi, assez sincère de la génération Z, si tant est que ce terme ait un sens. Moi, je m'agace souvent quand les gens essaient de portraiturer les millennials, les fameux millennials digital natives sur lesquels on projette toutes sortes de fantasmes et de présupposés. Et là, je trouve qu'on a enfin un portrait réaliste de la pratique numérique des adolescents. Et sans spoiler rien du tout à l'histoire, je vais juste vous citer une phrase qui est prononcée par Peter, un des deux enquêteurs, à la fin de cette saison 2. Nous ne sommes pas la pire génération, nous sommes la plus exposée. On vit dans un état constant de feedback et de jugement, donc peut-être que nos masques sont un outil pour survivre à notre époque. Voilà. Et puis dernier élément qu'il faut souligner, c'est la maîtrise absolue de la communication autour de cette série. Ouais. Netflix a vraiment réussi son coup. Les deux réalisateurs, Dan Perrault et Tony Yacenda, ont fait le buzz à quelques jours de la diffusion de cette saison 2, avec une vidéo virale. En fait, ils ont mis des quelques secondes d'images filmées au téléphone portable montrant les fameux lycéens en uniforme, déambulant dans les couloirs de l'établissement, pris d'une incontrôlable diarrhée. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il l'avait balancé en fait sur Twitter notamment, sans date, sans source. Avec les codes de Snapchat, voilà, avec exactement. des commentaires à la Snapchat dessus, etc. C'était sur Snap, c'était pas sur Twitter. Avec juste le terme, ils ont mis des laxatifs dans la limonade de la cantine. Voilà, et puis il y a évidemment les gens qui avaient vu la saison 1 qui se sont dit mais non, mais regardez, c'est sûrement la saison 2. Voilà, ils ont réussi leur coup. Et puis au début de la série, c'est rigolo parce que nos deux petits enquêteurs dans la saison 1, ils n'avaient aucun moyen, ils étaient la petite caméra au point dans leur lycée. Là, on nous explique qu'ils ont eu des moyens ils ont été appelés donc par une ils ont eu un mail de Netflix. Voilà. Et en fait, Netflix les aide et Netflix a mis des gros moyens. Netflix, c'est un gros poisson qui les a bien aidés financièrement à mener cette saison 2. Donc c'est assez drôle. Il y a une espèce de dérision de mise en abîme de Netflix et de la série dans la série qui fait que ça peut vraiment se regarder à plusieurs niveaux. C'est vraiment, si on aime le second degré et si on s'intéresse à nos pratiques numériques aujourd'hui, je pense que c'est une série à voir absolument. Eh bien, écoute, qui l'a vu autour de cette table à part moi ? Personne, c'est bien ça. Cette émission était préparée, je le savais, mais je fais comme si. Ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit. Effectivement, le portrait d'une génération américaine, donc ultra connectée, avec toutes les strates dans les lycées, les jocks, donc ceux qui vont faire du sport et qui chopent toutes les nanas, les autres qui sont un peu plus les geeks, etc., et qui se font toujours encore, malgré la revanche des nerds rejetés. Le basketteur est super, le futur star NBA. Du basketteur est assez génial et tout ça est fait de manière assez fine et surtout comme tu le dis ça reprend tellement les codes des True Crimes que tu ne peux pas t'empêcher de regarder l'épisode suivant pour avoir la fin. Donc en fait les mises en abîme sont multiples mais l'œuvre au complet est assez géniale parce que ça se joue exactement sur les mêmes mécaniques d'économie de l'attention qui font que tu as envie d'aller voir le bout. Donc pareil, je me suis mangé les 2 saisons en un week-end et voilà, faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a quelques scènes de shitstorm au sens propre du terme, ouais, voilà, assez déroutante, mais effectivement sur la lecture et l'analyse de cette génération et de ce que les réseaux sociaux nous font et lui font, c'est, je pense, effectivement quelque chose de très actuel, pas forcément futur, non, puisque ce n'est pas de la science-fiction dont il s'agit, mais de très actuel et donc à mon sens aussi à voir. Donc les 2 gens qui l'ont vu disent que c'est à voir. Est-ce qu'on vous a donné envie de le voir, Roman ? Ouais.
Est-ce que Ouais. la saison 2 se Annabelle. regarde sans avoir vu la saison 1 ? Oui. Mais c'est mieux de voir la 1 parce qu'elle est plus drôle. La 2 est géniale narrativement, mais la 1 est vraiment hyper drôle. Ouais. Sur les portraits, quand les deux enquêteurs réfléchissent à qui est le coupable, analysent les alibis et compagnie, ils font des micro-portraits et c'est vraiment très très drôle sur le... Et puis dans la une, Les ils ont des prototypes liens. du En fait, lycée ils enquêtent américain. sur leur propre lycée. Donc, ils ont des liens avec les gens autour d'eux, ce qui rajoute une surcouche à la narration qui est plus cool parce que les deux enquêteurs sont vraiment intensément liés aux gens sur qui ils enquêtent, ce qui donne des situations légèrement cocasses. Et dans le 2, c'est pas du tout ça. Donc, ça perd un peu de son. Ouais, vaut mieux voir la une en fait, s'il y a le choix entre les deux, je pense. Très bien. Voilà. Donc, Roman a dit oui, Annabelle. Vaut mieux voir les Moi, deux. je suis curieuse parce que tout le côté scato me rebute et tout le côté lycée américain m'intéresse pas trop, mais tout le reste me tente beaucoup. Eh ben, Le côté mockumentary ouais. et sur, ça, je suis assez fan, même s'il y a des gens que ça bloque sur The Office par exemple, parce que je trouve que c'est génial, mais sur après tout ce que ça a l'air de raconter. Eh ben, Vincent, toi, Oui, je suis plutôt d'accord avec Annabelle. Je suis pas forcément attiré par les diarrhées en série, mais sur le fond, d'un point de vue sociologique et de l'utilisation des médias numériques, ça a l'air assez intéressant. Donc, quand j'aurai à la retraite, sûrement quand j'aurai le temps, je pourrais me plonger dans cette série avec les 5 autres séries à regarder. bien joué Blaise, t'as réussi à convaincre tout le monde autour de cette table. C'est 2 saisons de 8 épisodes et 30 minutes. Donc, Ok. quand on dit qu'on Ah oui, a c'est du binge-watché, 26 minutes, c'est pas trop comédie. chronophage, quoi. On n'est pas sur du 50-54 Ça minutes. se mange vite. Ouais. Ça se mange vite, Mm. même si c'est très scato. Voilà. Et le scato, c'est un Superbe. prétexte dans les premiers épisodes. Après, ça Ouais. part vraiment sur autre chose. Hein. Bon, j'espère qu'on vous a pas trop dégoûté. Parce que... Non, c'est pas que ça, effectivement. On va quitter la terre ferme et ses petits problèmes parfois de digestion avec Roman qui va nous emmener dans l'espace a priori, puisque là on va quitter la fiction et balancer sur de la science-fiction avec quelque chose qui s'appelle The First. Oui, là c'est plus larmoyant Ouais. que scato et drôle, disons. Je vous fais d'abord écouter un petit peu la bande-annonce. Allez. How does that make you feel, putting your lives at that much risk? What about your family? All our families know what we signed up for. Do you ever think about Mom? You can't let her bring us down, too. Denise, open the door, baby! Did we make a mistake? I've got 4 people whose lives depend on my judgment. I can't have you doubting me. Lydia succeeded. You could be the person that discovers life on Mars. Ce serait pas du sous Leftovers la bande La originale musique là à fond me c'est ça, faisait c'est- penser, ouais, mais Steve Reich, c'est comment il s'appelle On ne sait pas car on n'a aucune culture. on va Pardon. retrouver, ouais. Là, On retrouvera. la musique Vas-y. a été réalisée par Rupert Gregson Williams. C'est pas Il a lui. fait Wonder Woman, Ah ouais, Tarzan. non, c'est pas le tout même, rapport. mais il s'est grandement inspiré, je pense, de la BO de. Je le retrouverai. Je vous jure que je le retrouve. Vas-y, Roman, pardon, je te laisse parler. Outre la bande-son, vous avez excuse-moi. peut-être reconnu la voix de Sean Penn, qui est la star de cette série. Donc The First, c'est une série de 8 épisodes sur OCS. On est dans un futur proche et on se prépare à une expédition sur Mars. Ce serait la première expédition avec des hommes qui vont peut-être fouler la Terre, la planète rouge. Oh. Donc on commence assez difficilement. Premier épisode, on assiste à l'échec de cette première mission. Bah, Et merde. l'histoire se lance. Pas trop du de coup, à spoil, la- pas trop de spoil. C'est dans la bande-annonce aussi. Ok. va. Et à la fin du coup de ce premier épisode, de ce premier échec, on va suivre en fait le lancement de la deuxième mission D'accord. où Sean Penn, donc, qui joue Tom Haggerty et qui est un astronaute très expérimenté, très musclé d'ailleurs. Hein, ça, les plans, vous en allez avoir tout le long de la saison. Sean Penn shirtless. C'est une des critiques d'ailleurs, c'est Sean D'accord. Penn, Sean Penn, Sean Penn dans tous les épisodes. C'est la chosification du mâle blanc. Eh oui. La fameuse. La fameuse. Alors cet astronaute expérimenté, il va se retrouver à diriger la deuxième équipe qui devrait partir. D'accord. Tout le long, on ne sait pas trop si la mission va vraiment se réaliser. Ah, c'est ça l'enjeu. Voilà, du truc, l'enjeu quoi. c'est ça, c'est la préparation de cette mission et tout le long on se dit elle va partir, elle partira pas finalement, voilà. Ou pas, on ne Donc sait pas, on suit, spoil pas. voilà, on suit les fenêtres de tir. En fait, c'est Ok. 7 mois avant la fenêtre de tir, 5 mois avant la fenêtre de tir, etc. On suit donc quelques passages obligatoires. En fait, c'est dans les années 2050. Donc, la NASA a survécu à plusieurs échecs de missions. On ne sait pas trop lesquels, mais on sent que c'est un peu la galère au niveau financier, politique, économique. Enfin voilà. Du coup, il y a tout le travail de la NASA pour convaincre les politiques de leur redonner des sous après l'échec de la première mission, convaincre les médias de l'utilité d'une mission spatiale
vers cette Mars, époque-là, alors qu'en 2050, on a l'impression qu'il y a quand même d'autres enjeux démographiques, politiques, écologiques. Du coup, il n'y a plus autant d'intérêt dans les missions spatiales que peut-être aujourd'hui ou bien avant. Et on suit aussi tout en interne, le travail de recrutement des équipes, le travail technique, donc les essais, les échecs, etc. C'est cool. Ouais. Enfin, ça a l'air cool comme tu le décris. Ça, c'est le côté positif de la série, donc, qui est réalisée par Beau Willimon. Ah oui. Je sais pas si je... House of Cards, le réalisateur. C'est disponible où d'ailleurs ? Sur OCS. C'est OCS, 8 épisodes de 45 minutes environ. Ok. Qu'est-ce qui est un peu futur dans cette série ? Donc, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas vraiment... En fait, la série, le futur et l'espace, c'est plus un prétexte. D'accord. Pour surtout parler d'autres choses que cette première mission habitée vers Mars. Ça parle surtout de deuil, de relations père-fils, père-fille. Ça ressemble beaucoup à Interstellar. On va avoir aussi tout le côté sacrifice des astronautes, parce qu'en fait, quand on part dans l'espace, on n'est pas sûr d'en revenir. On ne sait pas non plus... voilà, c'est surtout ça. Donc là, même si on a l'impression que c'est un peu plus poussé que évidemment aujourd'hui, qu'on a des navettes qui leur permettraient de rentrer, etc. En fait, ils partent en ayant une chance sur 5 de ne pas rentrer. D'accord. Donc il y a tout ce travail-là avec les proches, comment on sensibilise les proches à ce genre de départ vers l'inconnu. Est-ce que ça mérite de sacrifier sa famille pour mettre les pieds sur une planète rouge ? Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi tout le côté place des femmes dans la science, parce que en fait, la chef de cette mission, elle s'appelle Laz Ingram, elle est jouée par Natasha McElhone, et donc c'est une femme qui dirige le labo de la NASA. C'est pas Sean Penn tout nu ? Non. Merde. Sean Penn obéit aux ordres de Laz tout le long de la série. Donc il y a aussi ce côté-là d'une femme qui porte le projet de la NASA et qui essaye de convaincre les sénateurs aux États-Unis. Et le dernier point assez chouette, c'est le côté science, où tout le long on explique qu'en fait la science c'est porté par des échecs et on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. En fait, c'est à force d'essayer qu'on va peut-être arriver à quelque chose d'important. Tout l'aspect espace, découverte, est-ce que c'est encore important aujourd'hui de faire des découvertes dans l'espace ? Et en fait, on n'y va pas pour coloniser Mars, mais on y va pour développer des technologies qui peut-être nous permettront d'arriver à développer autre chose sur Terre ou d'autres projets. Et faire avancer la science. Voilà. Ça fait pas un peu clip promotionnel pour la NASA ? Parce que comme tu le décris, j'ai l'impression que ça fait un peu... C'est vrai que j'ai coupé le son dans la bande-annonce, mais au début, c'est... oui, on développe des croyances, on développe un imaginaire, grâce à nous, on peut se projeter, etc. C'est vrai que c'est un peu... c'est presque idéologique, la NASA en 2050. Quoi. Ah, c'est étonnant. Vincent, qu'est-ce que je te vois t'agiter, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, j'ai pas non plus du tout vu la série, mais Roman l'a très bien vendue. Du coup, j'en déduis que tu la recommandes. En fait, je la recommande pour avoir un peu les dessous de la construction d'une mission spatiale. Après, c'est larmoyant, hein, j'ai quand même versé une petite larme sur le dernier épisode. Parce que ça m'évoque du coup cette série que je n'ai pas vue et que Roman vient de nous pitcher. C'est d'abord la première question, c'est mais où est passé Elon Musk ? Parce qu'on est en 2050 et c'est aussi l'aveu que les grands projets à la Jeff Bezos et Elon Musk sont un peu du flanc et n'ont pas abouti. C'est vraiment la NASA qui... C'est un parti pris, c'est pas un aveu, c'est un parti pris. C'est pas ce qui se passe. Bien sûr, évidemment, c'est de la science-fiction. Non, je ne suis pas un musketeer. Je fais mon coming out anti-musketeer. Mais c'est un premier point qui est assez intéressant. C'est finalement, en gros, dans le futur, on se projette en 2050. Il reste les agences sérieuses nationales et les grands projets privés ne sont pas forcément ceux qui ont abouti. L'autre point intéressant que tu as relevé, peut-être, c'est celui des femmes aussi. Alors, je rappelle, j'ai eu le chiffre il n'y a pas longtemps. C'est moins de 10% aujourd'hui des astronautes partis dans l'espace qui sont des femmes. C'est très très peu. On en voit beaucoup aujourd'hui, notamment américaines, qui sont des astronautes femmes. Mais ça reste marginal, donc c'est assez cool si on voit des femmes à la tête de ces agences. Et puis, moi, ce qui me rebute un petit peu qu'à travers la bande-annonce, c'est effectivement l'impression désagréable d'avoir une œuvre de producteur qui réplique de façon mimétique les recettes qui marchent. Ouais. Et ce côté relation père-fille, c'est ce qui a fait le magnifique film Interstellar. Mais le fait de reprendre vraiment cette structure-là, ça me gonfle un petit peu parce que ça fait vraiment un peu redite. Reprise et redite. Sans l'avoir vu, j'ai cet a priori négatif parce qu'il y a un côté ça a marché sur Interstellar, on va faire la même chose, c'est un peu dommage. Il n'y a rien d'exceptionnel, on va pas se dire waouh, ils ont inventé quelque chose de fou quoi. Mais ça prend une place centrale dans la série, cette relation père-fille. Oui, c'est en fait donc c'est Sean Penn, donc Tom McCarthy qui a une relation très très étrange avec sa fille depuis le décès de leur mère en fait. Du coup voilà, c'est ce qu'ils l'abandonnent. Non mais c'est annoncé dès le premier épisode. Ah non, il y a pas. Mais à mon avis, il reste dans l'ombre.
il reste peut-être dans l'ombre de Matthew McConaughey qui était incroyable dans sa relation avec sa fille dans Interstellar, quoi. Ah oui, c'était magnifique, mais par contre la jeune fille qui joue est vraiment poignante. Et je suppose que c'est vraiment... quand même, ça se suit bien, c'est bien réalisé. Enfin, Bo Willimon, c'est pas un perdant de 6 c'est semaines, très beau. C'est très beau. C'est le cas de le dire. La réalisatrice des deux, la réalisatrice des 2 premiers épisodes, c'est Agnieszka Holland. D'accord. Mais Bo Willimon, c'est le créateur. C'est le showrunner. C'est le showrunner. Qui est connu pour faire attention quand même à bien choisir ses réalisateurs et ses réalisatrices. Ouais. Tout de même, a priori. Et donc Annabelle, toi tu l'as Oui. J'ai vu l'épisode hier sur les conseils de Roman et je ne savais pas du tout quelle était l'histoire, donc c'était bonne ambiance parce que, comme Roman l'a expliqué, ça commence par un échec, donc le premier épisode est un petit peu morbide. Mais en fait, si ça continue sur cette idée d'échec et de risque et d'échec pour, en gros, faire avancer des grands projets de l'humanité, ça, je trouve ça intéressant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu regardes la série en te disant, en fait, dans quelques années, si l'on en croit nos amis Musk et compagnie, c'est quand même, on va assister à ça, à un direct. Parce qu'il y a donc ce lancement qui est suivi par le monde entier. En live sur YouTube et tout, je suppose. En live sur YouTube, toutes les télés du monde entier, les familles des proches qui regardent ça, qui sont des héroïnes. Les familles sont héroïnes par procuration, puisque voilà, et elles se retrouvent endeuillées d'une minute à l'autre. C'est la stupéfaction, c'est assez dingue. Et donc voilà, déjà se dire qu'on va assister à ça dans quelques années, rien que pour ça, c'est assez fou. Ensuite, le parti pris qui est de nous raconter une préparation plutôt que de nous emmener sur le terrain. Moi, je pensais vraiment regarder un truc en mode l'étoffe des héros ou la grande aventure. Et pas du tout, en fait, mais c'est ce qui marchait, par exemple, pour Gattaca, où on est à terre et c'est... Ce qui nous intéresse, c'est la préparation, les risques, les doutes. Donc, ce parti pris-là est intéressant. Après, on l'entend bien quand même avec la musique, donc on n'a pas toujours retrouvé le nom du compositeur, mais on va, d'ici la fin de l'émission, je pense que ça va arriver. Ça va revenir. Ça a l'air assez grandiloquent quand même, surtout sur le côté... le Sean Penn, les grands sentiments, la fin du premier épisode, ça part sur un délire métaphysique un peu comme... à la Terrence Malick un peu, mais qui a l'air un petit peu plus foireux que Terrence Malick. On a une fois la Desperate Housewives qui fait des petits commentaires à la fin ou au milieu de l'épisode quand il se passe quelque chose. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être un peu ça m'a l'air un peu de trop, D'accord. Donc est-ce que tu vas continuer à regarder? T'as regardé le pilote, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Oui, ce que dit Roman, je suis curieuse maintenant. Bon, mais... Vincent est curieux aussi. Moi, je vais regarder le pilote et puis on verra. Je vous tiendrai informé. Blaise, tu veux regarder The First? Eh bien, je me méfie de Monsieur Bo Willimon, car il a commis House of Cards, qui m'a fait perdre beaucoup de temps pour très peu de résultats. Donc, je pense que je vais passer mon chemin et je vais vous laisser le voir à ma place. Très bien, très bien. Donc, vous laissez sacrifier. Alors, moi, je voulais vous parler d'un film, pas d'une série, pour une fois, qu'on est allé voir avec l'ami Vincent, ici présent, et qui s'appelle... Oh oui. Oui, on est allé le voir au cinéma, et qui s'appelle La Particule Humaine. Alors, c'est un film qui avait tout pour nous intriguer, un réalisateur turc, Semih Kaplanoglu, que j'avoue que je connaissais pas, mais qui a obtenu tout de même l'Ours d'Or à Berlin pour son film Miel en 2010. Et il y avait Jean-Marc Barr, que je connaissais un petit peu depuis Le Grand Bleu et Les Dauphins, qui était un peu mutique, avec un petit bonnet sur la tête, un visage buriné, tout ça. Tout ça en noir et blanc, dans des plans qui avaient l'air très beaux, dans la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle révélait aussi une dystopie en mode science-fiction environnementaliste. We are always in a dream. We will wake up when we die. I once met a young and very bright geneticist. He argued that we would never be able to create the perfect seed.
Alors, grand retour du violon. Hein. Là, on est aussi sur des bonnes nappes de violon. C'est Hans Zimmer dans la musique, non? Putain, est-ce que c'est Hans Zimmer ou... Oh, bordel. Bon, et les deux phrases qu'on entend dans cette bande-annonce résument assez bien l'œuvre. Alors, je vous les traduis pour les non-fluents, comme dirait Blaise. On vit constamment dans un rêve, on se réveillera quand on mourra. Et j'ai rencontré un jeune et brillant généticien. Il disait qu'on ne réussirait jamais à créer la graine parfaite. Alors c'est justement la graine parfaite que va tenter de trouver le personnage principal, un scientifique incarné par ce bon vieux Jean-Marc Barr, donc, et c'est sa quête mystique à la recherche d'un généticien un peu zinzin qui voulait justement créer cette graine parfaite qui fait le cœur et disons-le l'intérêt du film. Ce qui fait aussi l'intérêt du film, c'est que le monde de la particule humaine est soumis aux affres du réchauffement climatique. Rien ne pousse sur les terres complètement arides. Les réfugiés climatiques et autres sont maintenus en dehors des villes par une corporation qui dirige tout, des forces de l'ordre aux soins à la santé, quoi. Et cette corporation, dont Jean-Marc Barr fait partie, on lui oppose une petite résistance, mais cette résistance, elle a l'air d'avoir pas beaucoup d'impact. À un moment donné, il y a le quartier général de la résistance et il y a une affiche avec José Bové. Donc on se dit que bon, ils sont pas allés très loin. Le tout est filmé en noir et blanc. La narration est super lente. Alors c'est pas très grave, hein. On peut aimer les films contemplatifs et ça souligne assez la beauté des paysages turcs. Franchement, il y a des images et des moments qui sont assez magnifiques. Donc le film avait sur le papier, en tout cas tout pour plaire. Et on se demandait avec Vincent avant d'y aller si l'incursion d'un réalisateur turc chevronné dans la SF allait donner un genre de fable culte à la Tarkovsky, parce que très clairement le noir et blanc, la science-fiction, ça résonne, ça fait Tarkovsky comme on dit. Dans les premières minutes du film, ça se tient. Toute la première partie du film, on se dit on tient peut-être un film qui deviendra culte au fur et à mesure des années, mais en fait, ça tombe assez rapidement, enfin non, lentement, ça tombe assez lentement dans un trip mystico-new age, dont la morale, si j'ai bien compris, peut se résumer au fait que c'est parce que l'homme oublie de se connaître intérieurement que tout fout le camp à l'extérieur. Le réchauffement climatique, la radification des sols, la manipulation génétique, tout ça. Donc vous l'entendez à mon ton et à ce que je dis, je suis légèrement dubitatif. Peu convaincu. Voilà, peut-être que Vincent va pouvoir vous re-enthousiasmer pour la particule humaine. Ouais, disons que dubitatif, c'est un peu le mot. On est sorti un petit peu sans trop savoir où on habitait avec Guillaume, avec toi. Alors ça a un impact en tout cas, hein. C'est pas un film qui moi laisse j'ai trouvé en mais... fait effectivement il y a pas mal de lenteur, peut-être un peu des passages un peu mal fini, un peu mal construit, mais malgré tout, moi j'ai passé un bon moment. Le temps est passé assez vite, j'ai pas vu le temps passer. Et il dure 2 heures et quelques. Je me suis assez laissé emporter par l'histoire et par Jean-Marc Barr qui traverse. En fait, ça ressemble vraiment à un conte philosophique. Il y a un côté vraiment. Ça m'a fait penser dans la structure un peu à l'alchimiste, Paolo Coelho version Apocalypse en fait, où le mec part à la recherche de sa. C'est pas non plus un compliment. Il y a Paolo Coelho. Moi, ça m'a fait penser à Deadman, mais bon. Il y a beaucoup de références mélangées entre Tarkovsky et Tarte à la crème finalement. Entre les deux. Oh putain, on est vraiment, on est sur les grandes gueules là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Mince. Non, mais ce côté conte philosophique en fait m'a plutôt plu. Après, tout dépend de ce qu'on cherche à aller voir quand on va au cinéma, mais on peut être déçu si on s'attend à un film de SF absolument renversant, révolutionnaire. Là, moi, je me suis laissé emporter dans une balade un petit peu en manque de sens à la fin. Effectivement, il y a tout ce côté que tu as un peu décrit. Alors, je sais pas ce que voulait vraiment dire le réalisateur, mais il y a ce côté finalement, effectivement, on se perd dans cette recherche génétique. Alors évidemment, le grand méchant, c'est Monsanto, on l'aura reconnu, qui contrôle la ville, voilà. Et il y a une idée on perd finalement notre essence biologique en cherchant à maîtriser la nature, et donc tout part en vrille. On perd cette fameuse particule humaine à force de vouloir gérer le vivant, quoi. Après, j'ai trouvé ça aussi assez pertinent dans le fait d'amener pas mal de sujets, de menaces liées au futur, de façon pas forcément très sans gros sabots, de façon assez subtile. On voit par exemple des drones à un moment donné qui les pourchassent. C'est pas il y a cette dimension surveillance constante avec ces drones multi-caméras, c'est le réchauffement climatique, mais aussi les produits chimiques, parce qu'il y a des pluies acides horribles qui ont l'air d'avoir aussi ravagé les sols. C'est vrai. Un effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le contrôle évidemment politique. José Bové en résistance, c'est assez drôle parce que c'est un film turc, donc on a quand même un José Bové qui apparaît au milieu de nulle part. International. Mais voilà, que dire de plus ? Il y a aussi la question de la migration qui est importante, parce qu'on voit ce côté multifactoriel en fait d'un apocalypse. C'est assez marrant. C'est plutôt subtil dans cette description-là, mais effectivement un peu long sur le côté à la fin où
ils finissent par s'enterrer au milieu des sacs de graines et à se prendre un bain de terre. Oui, un bain de terre. Un bain de terre qui nous a... Les spoilers étranges. Bizarre. Et à chercher des graines dans des fourmilières. Un petit regard et un petit moment érotique avec Guillaume quand on a vu ce bain de terre recouvrir leur visage. Et on a eu torse très envie nu. de se mettre dans le bain de terre. On a envie de faire pareil. Donc ça finit un peu de façon étrange avec des fourmis et de la terre sur leur corps nu. Voilà. Et un cercle gravé dans le sol. Enfin, on spoil pas trop en disant comment ça se termine, hein, mais quand on reparle, effectivement, il y a quelques bonnes idées. Les éléments de science-fiction sont, même les effets spéciaux sont pas dégueulasses, alors qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu, d'un peu raté, comme les drones, les barrières magnétiques qui empêchent les réfugiés d'arriver, tout ça. Et sur la biodiversité, les collectionneurs de cadavres d'insectes, parce qu'il ne reste plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Donc tout ça, et c'est vrai, les manières de montrer ça sont assez fines. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est assez subtil dans la façon dont ils le montrent, je trouve. Ok, bon. Alors, résultat, qu'est-ce que ça vous inspire autour de cette table? Roman, pas grand-chose a priori. Le bain de terre et de fourmis. Ça m'a pas convaincu, ça, mais... Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait une liste de mots bizarres à placer et vous êtes dit on va écrire une chronique un peu sérieuse. Ça n'existe pas, en fait. On va mettre José si on Bové. n'avait pas reçu le communiqué de presse, Tarkovsky, nous aussi, Paolo on n'y Coelho. croirait pas du tout. Et Bain de terre. Et Deadman. Non, mais ça a l'air intriguant. Ok. Intrigué, Roman est surpris, non? Consterné. Je la vois en face de moi, elle est consternée. Oui, dubitative. Exact. Je ne sais pas si ça terme. me donne envie ou pas d'y aller, mais je vais réfléchir. Et si un jour tu tombes dessus sur Arte dans 2-3 ans, hein, par exemple, pourquoi pas? Je penserai à vous. Moi, je suis inspirée, tu le vois, non? Ouais, t'as l'air à fond. Non. Non. Ok. Non, mais c'est une expérience intéressante. C'est-à-dire que oui, pour résumer, je dirais que c'était un bon moment, mais que je ne le reverrai pas. Et tu le conseilles à personne, même pas ton pire ennemi. Ok. Finalement, c'est comme la drogue. C'est un bon moment, mais je ne le referai pas. Vincent, on va rester avec toi, parce que toi, avec tu plaisir. nous parles d'un livre, vu que tu es un intello, et que tu regardes pas les choses, tu les lis. C'est vrai. Moi, j'ai envie de te dire, Guillaume, allons-y, parlons de bouquins. Oui. Priorité au direct sur Culture-Fu. Il est lancé, là. Après, on ne l'arrête plus. Après le Brexit, nous sommes dans le Calexit. Ça y est, le Calexit l'a emporté. Le Calexit comme California exit. La Californie a quitté les États-Unis. Avec l'Oregon et l'État de Washington, les 3 États viennent de quitter l'Amérique. Ils ont fondé un État indépendant qui s'appelle Ecotopia. Toute la côte ouest américaine s'appelle Ecotopia. L'indépendance a déclenché une guerre éclair, mais extrêmement puissante, entre les États-Unis et Ecotopia, suivie de 20 ans d'isolement diplomatique total d'Ecotopia vis-à-vis du reste du continent. C'est terrible. C'est un roman. Putain, mais t'aurais dû demander un petit jingle. J'avais pas de son à passer, du coup je me suis lancé dans le... C'est génial. Ce qu'il y a de bien, c'est que Ecotopia vient d'autoriser un journaliste américain pour la première fois à entrer sur le territoire national. Ok. C'est le pitch du roman. D'accord. Le journaliste américain arrive, c'est le narrateur du roman. Okay. Tout le roman est écrit à la première personne. Et donc on enchaîne entre des reportages publiés dans le Time Post américain et des extraits de son journal intime. Donc on a les deux formats qui sont à chaque fois à la première personne et qui permettent d'avoir une description de ce monde qui vivait là jusque-là caché, cette utopie écologique qui est Ecotopia. D'accord. Le bouquin, alors je vous dis tout ça comme si c'était de façon un peu taquine une breaking news, mais en fait c'est un roman qui est sorti en 1975 aux États-Unis. Ça y est, je l'ai. Pourquoi on en parle? Le roman avait pas mal marché déjà aux États-Unis comme symbole de la contre-culture californienne, côte ouest américaine. Il était sorti traduit en français à l'époque, mais avait fait assez peu de bruit. Et surtout, la traduction aujourd'hui était plus disponible et quasiment introuvable. D'accord. Or, elle vient d'être retraduite et publiée aux éditions Rue de l'Échiquier, disponible en librairie depuis le 4 octobre. Donc, on s'est empressé de le lire. Et on a trouvé des choses assez intéressantes dans ce roman. Je vous le disais, sur la forme, c'est un peu laborieux parce que cette succession de reportages et d'extraits de journaux intimes, ça donne une dimension vraiment très descriptive, très factuelle. C'est que ça, il n'y a pas de lien entre les chapitres. Il y a un lien, alors il y a une trame narrative qui est assez classique parce qu'il y a une histoire personnelle autour du William Weston, le journaliste américain, où il se lie, voilà, je ne vais pas vous spoiler l'ouvrage, mais il y a une trame narrative qui est assez classique, qui ne casse pas 3 pattes à un canard biologique, pour reprendre les expressions écotopiennes. Mais ça, voilà, ça c'est un petit peu laborieux par moment. Ce qui fait l'intérêt du roman, c'est vraiment le fond.
Parce que Kallenbach a imaginé en 75. Attends, Kallenbach, c'est l'auteur du roman. Ernest Kallenbach, l'auteur américain du roman qui est mort aujourd'hui. Et qu'il a écrit en 75. C'est ça. Ok. Mais sur le fond, c'est assez incroyable parce que le roman est extrêmement actuel. En gros, en Ecotopia, ils ont réussi à faire tout ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui et qui serait indispensable. Tout ce qui nous fait rêver quand on est un peu écolo. Et en ça, le roman a une dimension assez jouissive. On a l'impression de réaliser les fantasmes de José Bové, puisque c'est l'homme du jour, on en parle à travers tout José Bové est le compositeur de la musique de... Non, pardon. Et Hans Zimmer. Hans Zimmer qui a écrit la musique de Ecotopia. Non, Ecotopia, c'est un monde où tous les engrais et pesticides ont été supprimés, éradiqués. Toutes les énergies fossiles ont disparu. Toute la nourriture industrielle précuite a été éliminée. Le lobbying industriel illégal éradiqué. Ouais. À la place, on a une agriculture 100% biologique, des transports 100% électriques, des transports en commun gratuits, des vélos en libre service gratuit, un revenu universel, une semaine de travail de 20 heures. En gros, c'est vraiment tout ce dont on parle de façon un peu timorée aujourd'hui, mais qui a été mis en place il y a 75, quasiment 50 ans, à la louche, par Ernest Kallenbach. Donc c'est assez fascinant de voir comment le mec a réussi à anticiper des débats qui sont encore extrêmement actuels. Écoute, désolé, je t'interromps. Vas-y. Il le place dans un horizon temporel. Il dit qu'on est en 2010, 20, 30. Il n'y a pas de date précise. Il dit juste qu'on est 20 ans après l'indépendance. Okay. Donc si on considère que l'indépendance, c'est fin des années 70, on est au début du 21e siècle plus tard. Donc c'est vraiment actuel, ce qui est assez marrant parce que dans son roman, il ne parle pas du réchauffement climatique. C'est pas encore une thématique qui a émergé, même si le contexte de l'époque, c'est évidemment le rapport du Club de Rome de Denis Meadows, Halte à la croissance. C'est le début vraiment de la prise de conscience 72, écologique des années 70. Donc il y a tout ça qui émerge, mais à l'époque, il est plus sur le problème de la pollution aussi nucléaire, ce genre de choses. Mais il n'est pas du tout dans le débat sur le climat, et malgré ça, en fait, on se rend compte que son univers est une réponse parfaite au réchauffement climatique, parce que tout est fait avec des transports propres, tout est fait sans énergie fossile, et avec un monde 100% recyclé, il n'y a plus de déchets, il y a un vrai retour à une espèce de vie bio-inspirée qui est vraiment... comme un bol d'air frais où on se dit, en fait, c'est assez rare dans la SF, on le dit souvent, des imaginaires qui ne soient pas dystopiques, mais qui soient plutôt utopiques. Là, on est sur un truc assez utopique. Et voilà, imaginez avec 40 ans d'avance, c'est assez fou. Okay. Pour finir, peut-être le plus impressionnant, c'est un écho à ce qu'on a écrit dans notre dernier magazine sur le numéro de Uzbek Erika sur l'effondrement. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, on fait aussi un magazine qui est en kiosque, tous les 3 mois. S'il y en a qui ne le savent pas encore, on fait un magazine qui vient de sortir début octobre où on parle beaucoup de cette notion d'écologie et de ces risques d'effondrement. Et cette question liée aux imaginaires, et en fait dans le bouquin c'est assez présent aussi, pour réussir cette transition folle. Et un des aspects intéressants, c'est que ça paraît crédible. C'est ça qui est aussi bien, c'est qu'il a construit un univers où il y a encore plein de problèmes, mais sa transition semble crédible. On a envie d'y croire parce qu'il décrit les passages compliqués du roman où c'est ni une dictature verte, mais une démocratie assez forte, parce qu'elles ont imposé des choses. Elles ont dit aux industriels, bah non, on a essayé la voie douce, vous voulez pas, donc on interdit maintenant, à partir de maintenant tel ou tel produit, vous adaptez. Donc il y a des éléments assez intéressants d'un point de vue politique et d'un point de vue aussi spirituel. En fait, lui et sa théorie, c'est que pour parvenir à faire une telle transition, ça passe évidemment par une révolution spirituelle où les gens reviennent vers des... Ils parlent à leurs arbres, ils ont je vois Roman Kiakes qui a lu aussi le bouquin, elle va nous en parler, mais c'est des gros ils ont un rapport extrêmement... ça correspond aux gros hippies de l'époque. Mais un rapport très charnel et très vraiment affectif aux matériaux qui les entourent. Ils vont rejeter le plastique quand ils en touchent parce qu'ils ne supportent pas. Si c'est du bois, ils vont avoir un respect extrême vis-à-vis de ce truc-là. Et puis ils sont retournés vers un univers amérindien. Ils sont réinspirés des Amérindiens qui étaient là avant eux. Tu vas nous ressortir la Pachamama là. Et puis ils parlent de la terre comme de leur mère. C'est ça qui est assez incroyable. Pachamama. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pachapapa. La Pachapapa. Non, mais c'est extrêmement vrai. Il y a une citation dans le bouquin qui montre bien ça, parce qu'ils expliquent qu'ils ont ce retour à une vision très personnifiée de la nature. Et un des personnages dit... il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui ces grands projets inutiles. Et un personnage dit mais comment voulez-vous passer un bulldozer sur le corps de votre mère? C'est pas possible. Et pour eux, ça correspond à ça. Et ça peut paraître un peu cucu. En même temps, tu plantes pas des trucs dans ta mère non plus, normalement. Enfin... Effectivement. Voilà. C'était ma contradiction. On en reparlera à la fin de l'émission si tu veux. Non, mais la bonne
façon de prendre tout ça, c'est que William Weston correspond à ces clichés et à ce genre de répliques débiles qu'on peut faire. William Weston, qui est lui, le journaliste américain, qui a visité Ecotopia. Qui arrive comme un mec, alors c'est années 70, donc en plus macho, très critique vis-à-vis du féminisme, qui est très présent aussi en Ecotopia. C'est une version où la démocratie est achevée et la place des femmes est aussi enfin vraiment égalitaire. D'ailleurs, c'est une femme qui est présidente d'Ecotopia. Dans les années 70, c'était encore plus fort qu'aujourd'hui. Et tout ça pour dire que voilà, si vous trouvez ça un petit peu cucu ou un petit peu inconsistant, dites-vous que c'est exactement ce que se disait William Weston en arrivant en Ecotopia, et que le bouquin raconte un petit peu finalement sa conversion aussi, et comment ce qui paraissait absurde au début finit par devenir crédible en fin de bouquin. Super. Donc pour toutes ces raisons, nous pouvons relire Ecotopia avec plaisir. Alors la seule autour de la table à avoir lu le livre, c'est Romane. Est-ce que tu es aussi enthousiaste que notre ami Vincent ? Et j'ai pas grand chose à rajouter de tout ce que tu as raconté. Pour les femmes, j'avais repéré d'ailleurs un petit extrait où il fait vraiment son macho. Je remarque que les écotopiennes me semblent toujours très féminines, détendues, sûres de leur charme biologique et même de leur fertilité. Mais je ne comprends pas très bien comment elles y parviennent en travaillant autant et en assumant parfois de lourdes responsabilités. Ah oui, c'est antinomique. Il part de très loin quand même. Et un autre cliché aussi que j'ai repéré, c'est au niveau des habits. Lui, il arrivait hyper bien sapé, avec des mocassins, des super fringues, etc. Puis quand même, il se sent un peu regardé dans la rue, donc il va finir par se déguiser plus ou moins, parce qu'il va reprendre des vieilles fringues recousues avec des morceaux de tissu d'autres vêtements. En fait, ils veulent rien jeter là-bas, donc ils recyclent tous les vêtements. Et donc c'est bariolé, on a l'impression que ça a l'air des vrais ploucs dans la rue. Au début, on a vraiment... parce que c'est la vision du... Ouais, ils recyclent les vêtements, mais ils recyclent tout, c'est-à-dire qu'ils ont une passion pour ce qu'on appelle aujourd'hui les makers en fait. Leur voiture, c'est que des pièces détachées. Ils ont fait en sorte de faire des normes extrêmement facilitatrices pour tous les produits manufacturés, pour que tout soit interchangeable, interremplaçable. En fait, c'est une société Fairphone, pour faire une pub à un appareil numérique. Tout est. Il y a vraiment une culture en fait qui s'est développée de tout réparer soi-même, une haine du déchet. C'est assez fort de ce point de vue-là. C'est en fait ce qui a changé dans la société, c'est surtout l'état d'esprit. C'est ça qui est assez marquant dans le bouquin. Il explique bien au début que le recyclage est devenu systématique. En fait, les gens ne se sentent pas forcés de mettre ça dans la poubelle jaune, ça dans la poubelle bleue. Ils le font de manière spontanée, naturelle. Et ils réutilisent tout ce qu'ils peuvent réutiliser. Voilà. Non, oui, ça donne envie. Blaise, je te sens dubitatif, pour reprendre un mot qu'on a utilisé beaucoup autour de cette table aujourd'hui. Non, moi j'aime beaucoup les beatniks. J'ai toujours aimé les hippies, donc je trouve ça très bien. Ça a l'air très bien. Non, je voulais saluer Roman qui a utilisé le terme de plouc, qu'on n'utilise pas assez souvent. Non, ça donne envie. J'ai cru comprendre que c'était un peu rébarbatif. J'ai eu quand même sur plusieurs la lecture, échos de Vincent, sur la structure, même de Roman même, et c'est Vincent ça qui et fait d'autres. Un peu peur. Ouais, ça a l'air un peu. Alors pour celles et ceux qui pareil, sont un sur peu 300 pages, quoi. rebutés par la structure, vous pouvez lire l'excellent article de Vincent Luquez sur Ecotopia publié sur uzbekerika.com. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de lire le livre, mais vous pouvez aussi. Un petit mix. C'est vrai que ça fait plus presque manifeste plutôt que roman. Il y a un côté où c'est une genre de modèle où on vous montre que c'est possible. Après, faites-en ce que vous en voulez. Annabelle, toi, tu vas le lire, Ecotopia ou pas? Peut-être. Quel enthousiasme. Non, mais il a tout donné. Non, mais oui. Mais c'est vraiment parce que je t'ai entendu dire que c'était, ou même toi, Romaine, je sais plus, mais que sur la structure avec les articles, etc., on s'y perdait un petit peu, que l'idée était géniale, que c'était fou de se dire qu'il avait été aussi visionnaire dans les années 70. Voilà. Mais après, ça fait beaucoup de bien aussi de lire une utopie, et c'est intéressant de découvrir ce monde. Enfin, après, tu le disais un soir, Vincent, je crois, c'est à la fois très réjouissant, rafraîchissant, parce que là on vient de travailler sur l'effondrement, et un peu déprimant parce qu'on se dit que les solutions, ou en tout cas le diagnostic, avait été posé dans les années 70, enfin ce qu'on sait déjà, mais quand tu vois que... Oui, on savait déjà tout il y a 40 ans, et finalement on n'est pas plus avancé, c'est vrai que ça c'est un peu déprimant. On va quitter la dépression. On va quitter la dépression et on va plonger dans la réalité, dans le monde bien réel, dans l'instant que tout le monde attend autour de cette table, sauf moi qui n'ai pas vu la série. Et moi non plus. Et Roman non plus. C'est un moment
moment important. Nous allons Annabelle va évoquer sa série favorite du moment, Le Bureau des légendes. Et pourquoi ça parle de futur? Vas-y, go. Alors, Le Bureau des légendes, je présente quand même la série parce qu'en effet, tout le monde ne la connaît pas. Ouais. On est à la saison 4, mais elle a commencé en 2015 et tout le monde n'a pas eu le temps de se plonger dans cette série, qui raconte donc le quotidien d'une cellule de la DGSE qui pilote à distance les clandestins. Et les clandestins, c'est des agents du renseignement qui partent sur le terrain sous une identité fabriquée de toutes pièces et qu'on appelle leur... Je sais pas, j'ai pas vu la série. Ah, légende, pardon. D'où le nom de la série. T'as compris des espions, les mecs de le renseignement. Donc, la série, je le disais, a commencé en 2015. On se concentre. Oui, 2015. 2015, avec le retour de mission de Mathieu Kassovitz, alias Malotru, alias Guillaume de Bailly, alias, je sais plus tous ces alias, mais... Paul Lefebvre. Paul Lefebvre. Et en tant que Paul Lefebvre, il venait de passer 6 ans en Syrie. D'accord. Et donc, on a fait beaucoup de parallèles à l'époque avec Homeland. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Un de nos agents aux mains du FSB, je pense que c'est un souci. C'est un pan entier du renseignement humain qui tombe aux mains des Russes. What do you want? I want you to help me in exchange for information. Our network encountered an attack coming from your phone. Secret things? Je veux que tu réalises toi-même à quel point tu es nocive pour la DGSE tout entière. Ce type vous a tous séduits. C'est un virus. Vous vous le refilez les uns aux autres. Donc là, vous échappez malheureusement à tous les mimes qui ont lieu dans ce studio pour faire les dialogues. Je vais être obligée de spoiler un minimum. Alors, c'est bien de prévenir. Voilà, parce que si vous n'avez pas du tout vu Le Bureau des légendes, peut-être que vous pouvez supprimer. Mais tu spoil que les saisons d'avant, on est d'accord. Mais je spoil que les saisons d'avant. Exactement. Pas la saison 4. Si vous n'avez pas vu la saison 4, qui est sortie lundi et que 3 d'entre nous autour de cette table avons déjà englouti. Oui, nous sommes des privilégiés. On ne va pas trop en révéler. Alors, Malotru, donc Mathieu Kassovitz, est à Moscou. Je reprécise le cadre. Il tente d'échapper à la CIA et à la DGSE parce qu'il a trahi les deux. Oh. Mais nous sommes en Russie et il manque un troisième ennemi, le froid. FSB. Pardon. L'espion venu du froid. Le FSB, les services secrets russes. Voilà, il est traqué par tout le monde. D'où les affiches dans le métro, il a 3 drapeaux liés sur lui. Voilà. Ah, je l'ai. Ensuite, retour à Paris, boulevard Mortier. Boulevard Mortier, le siège de la DGSE. Juste à côté de chez moi. Juste à côté de chez Guillaume, c'est important. Guillaume de Bailly. Le mec cache pas trop son identité. C'est notre école, quoi. C'est pas une légende. Vous voyez le McDo. Pardon, Annabelle. Bon, ok, il est pas bien. À Paris, une nouvelle mission est lancée. L'objectif, ça va être d'envoyer un clandestin pour recruter une source au Centre 21, qui est un centre de recherche en intelligence artificielle qui est lui-même infiltré par le FSB. Okay. Et qui va s'y coller ? Celle qui a été formée par Malotru dans la saison 1, celle qui a brillé dans la saison 3 et qui s'appelle Marina Loiseau et qui va partir sous la légende de Rocambole. Mais les choses vont se compliquer et le BDL, donc le Bureau des légendes, va devoir envoyer une deuxième source, un deuxième agent, du bureau technique. Et pendant tout ce temps-là, vous avez peut-être reconnu dans la bande, pas dans la bande-annonce, mais dans le trailer, dans l'extrait sonore, Mathieu Amalric, qui joue le directeur de la sécurité interne et qui va s'attaquer au problème numéro 1 selon lui du Bureau des légendes, c'est-à-dire le virus qui est Malotru et la fascination qu'il exerce sur tous les membres du bureau, alors qu'en fait il a trahi tout le monde. Ah ouais, d'accord. Ça donne très très envie. Bon, génial. Donc le rapport de tout ça avec le futur, c'est que la saison parle du futur du renseignement, puisque c'est un futur où les jeunes de la direction technique, donc on l'a vu, celui qui va partir dans ce centre 21, et en gros, les geeks de la DGSE ont pris le relais et vont décrypter le monde et le futur du renseignement pour les plus anciens qui jouent un petit peu les
les naïfs qui sont un petit peu perdus. Voilà, je dois dire que j'avais fait un article sans spoil, mais où je citais quelques passages où du coup on entend les plus jeunes dire ce qu'on cache à ses proches, on ne le cache pas à Google, par exemple. Comme petite leçon d'internet ou une petite leçon de cybersécurité. On parle d'Elon Musk, on parle d'intelligence artificielle, on parle de Poutine quand il disait que celui qui deviendra leader dans le domaine de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Donc c'est toujours autant d'actualité, ce qui est toujours assez incroyable, autant par le constat du spectateur, mais aussi par l'explication qui est donnée par l'équipe de scénaristes. En fait, c'est une série créée par Éric Rochant, et ils sont 19 autres scénaristes sur le coup. Et à chaque fois, leur réponse pour le fait d'être aussi visionnaire ou dans l'actualité, c'est qu'ils lisent la presse, tout simplement. C'est un compliment pour les journalistes. Mais c'est tout simplement qu'ils suivent le monde tel qu'il est et qu'ensuite ils essaient de le raconter, parce que là, la cyberguerre leur semblait être le nouveau front qui s'ouvrait dans le renseignement. Ça n'avait pas été abordé sur 3 saisons, donc c'était le moment. Après, ça tient aussi au rythme de production de la série, parce que c'est un exploit pour une série française, c'est d'être au rythme des séries étrangères, c'est-à-dire de sortir une saison par an, ce qui implique qu'à chaque fois qu'ils sont en tournage, la saison d'après est déjà en écriture. Tout se passe à la Cité du Cinéma, dans un système super bien expliqué par un article du Monde sorti récemment. Et voilà. Et après, elle est toujours aussi bien écrite, bien interprétée. Donc la Marie-Jeanne qu'on a entendue dans la bande-annonce, Florence Loiret-Caille, Jonathan Zakaï qui est le Raymond Sisteron qui est le chouchou de Blaise. On a entendu Mathieu Amalric qui fait donc une arrivée fracassante. Il jouait pas dans les saisons précédentes ? Il jouait pas. D'accord. Et il est vraiment très bon. Et ensuite, on a en parallèle, j'en ai pas parlé parce que c'est moins futur entre guillemets, mais il y a tout le terrain et un personnage qu'on avait découvert en saison 3 qui s'appelle Jonas et qui est joué par un humoriste, ce qu'on ne savait pas, on l'a découvert tout à l'heure avec Vincent, qui s'appelle Artus et qui est vraiment très très bon. Et surtout ces scènes qui ont donc lieu en Syrie, c'est en gros l'histoire du contre-terrorisme et de la quête des djihadistes qui vont commettre des attentats en France. Je trouve toutes ces scènes assez géniales, même si en fait il ne s'y passe pas forcément grand-chose, mais ça montre bien la réalité du terrain. Voilà. Et donc les possibilités de rebond scénaristiques sont infinies avec cette série, parce qu'on se demande toujours qui trahit qui ment, qui est aveuglé. La question de l'aveuglement autour de Malotru, elle est vraiment très pertinente et c'est génial qu'elle soit posée par notre ami Amalric. Et ensuite, la cyberguerre vient renouveler l'intrigue. On explore un nouveau terrain avec la Russie. Voilà, on est donc... Comme le dit souvent Kassovitz, je crois que ça lui tient toujours à cœur, il dit toujours en interview que la série montre le travail que font tous ces gens pour que les choses n'arrivent pas. Donc c'est tout ce travail invisible. Et voilà, et en plus, avec ça, on gagne une série que moi, je trouve géniale. Et une série made in France. Et une série made in France. Ok, voilà. Tu donnes envie, Annabelle. En tout cas, moi, je vais me taire parce que j'ai pas vu la série. Donc, messieurs, Vincent et Blaise, allez-y, puisque Roman n'a pas vu la série non plus. Allez-y, messieurs. Moi, je souscris à tout ce que dit Annabelle, toujours. Par principe. Non, mais c'est une série géniale. Il faut vraiment la voir pour son réalisme, pour sa grande maîtrise d'écriture. Tu as mentionné Homeland tout à l'heure. C'est vrai que on les compare souvent parce qu'on est sur le renseignement, sur l'espionnage. Ouais. Je trouve que c'est assez différent. Alors, les dernières saisons d'Homeland sont aussi assez passionnantes sur les fake news, mais sont très imbibées d'actu. Là, c'est dans l'actu. Il s'imprègne énormément de ce qui s'est passé. Mais je trouve que c'est vraiment la psychologie et c'est les personnages. Il y a un travail sur les persos qui est extraordinaire. Et notamment, c'est un peu en filigrane, je trouve, dans cette saison-là. Mais depuis le début, il y a dans le Bureau des légendes une réflexion sur la place des femmes, plutôt sur la place des femmes dans la hiérarchie du renseignement et les rapports entre hommes et femmes dans le renseignement. Là, je trouve qu'il y a des scènes assez mémorables aussi de réunion du board, du commandement des différents services, avec Marie-Jeanne, qui est donc à la tête du Bureau des légendes. Et qui est souvent la seule femme dans la seule femme avec 4 hommes. Et ça crée des... Voilà, au-delà de ses responsabilités et du
de ces tâches. Je trouve qu'il y a une réflexion aussi sur la place des femmes dans l'enseignement. Il y a sur l'écriture, voilà, c'est extrêmement maîtrisé, de plus en plus. À chaque saison, c'est un peu plus maîtrisé. C'est jamais cheap. Là, je crois que les scènes en Russie ont été tournées en Ukraine. On sent qu'ils n'ont pas non plus arrosé au niveau des moyens, mais ça suffit en fait. C'est très dépouillé, très minimaliste. Ouais. Et ça suffit pour l'intrigue. Les persos sont bien travaillés. Le boss du KGB, enfin du FSB est parfait. Il a une grosse voix comme ça, un peu avec un accent qui mais évidemment te plaît. Ouais, tu sais ma passion des accents. Je la connais. Donc oui, évidemment, il faut voir le BDL. Très bien. Vincent? Oui, moi je l'ai dévoré aussi, j'ai tout regardé en quelques jours. Alors dis donc, t'as du temps. Hein, que dire? Bah, je ne travaille pas, c'est facile. Je ne fais jamais rien de mes journées. À part lire Ecotopia. Que dire sans spoiler? Enfin, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Annabelle. Ce qui est bien, c'est qu'il se renouvelle énormément parce qu'on avait toute la problématique sur l'Iran dans la saison d'avant, la question du nucléaire, la Syrie. Il y avait des scènes hyper pédagogiques avec une carte de la Syrie qui montrait tout le bordel sans nom que c'était entre les différentes factions sur place. Et là, c'est aussi très pédagogique sur la question de la cyberguerre. Peut-être un peu trop parfois. Il y a un côté vraiment, on vous prend pour des ânes et on explique aux anciens de la DGSE comme si c'était les derniers arrivés ce qui est une cyberattaque. IA, intelligence artificielle. Une IA, mais que veux-tu dire par là? En même temps, c'est nous, on sait à peu près. Mais bon, ça peut être pratique. C'est pratique, c'est très pédagogique, peut-être un petit peu moins du coup narratif par moment, mais non, c'est très intéressant et très bien écrit et très bien joué, ce qui est rare dans une série française. Moi, j'ai un tout petit bémol sur une tendance un petit peu quand même à tourner en rond au bout d'un moment. C'est-à-dire que là, on change de décor, on change de lieu. Mais par rapport à l'Iran, par rapport à tout ça, Marina Loiseau, qui est toujours très bonne, elle a un peu à nouveau les mêmes problèmes. Il y a un peu toujours Mathieu Kassovitz qui joue toujours l'agent trahison, trouble. Pas trahison, voilà, et je trouve que ça s'essouffle un petit peu sur la fin, quoi. D'accord. Mais bon, ça se regarde toujours très bien. Alors moi, j'avais une question. Est-ce que ça fait pas trop propagande pour les services secrets français est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu glorification comme le font aux États-Unis les séries qui parlent du FBI ou de... Je trouve pour le coup qu'on voit bien les problèmes de comment les services entre eux. On voit bien les conflits entre services et comment les conflits entre services nuisent à l'action extérieure. Donc c'est plutôt ce côté administration tentaculaire et pas forcément très efficace. Et la représentation de la technologie, parce que c'est souvent un truc qui me gêne moi dans les séries, notamment Homeland. À certains moments, ça m'a un peu gêné. La représentation de, tu sais, tous les ordinateurs qui font du bruit quand tu tapes dessus et tout ça, les hackers à capuche. Là, pas trop ça m'a pas choqué, mais non, moi j'ai trouvé. Alors il y a effectivement ce que disait Vincent, il y a ce côté très pédago sur les scènes de déploiement technologique, mais je trouve qu'ils le font avec pas mal d'humour. Et ils jouent vraiment le côté la génération un peu ringarde et les mecs de l'ADT qui leur racontent la vie technologique et cyber. Il y a une scène mémorable, je spoil pas, mais il y a une scène que je trouve assez remarquable de cyberattaque en direct. Voilà, je dirais une histoire, mais que j'avais jamais vu filmé comme ça, avec une tension en ouverture d'épisode. Ça peut être, il y a des petits geeks qui tapent sur l'ordinateur, mais en fait, on est totalement pris et on sent la tension quand le générique démarre. Donc c'est plutôt maîtrisé en fait quand il y a cette dimension-là. Et peut-être que le message aussi, à travers tout ça qu'on voit dans plusieurs épisodes, c'est le côté nouvelle dimension avec les appareils connectés qui se multiplient, où là on commence par... alors il protège son iPhone, il protège son ordinateur, mais il se fait avoir parce qu'il y a un écouteur connecté. C'est hallucinant en fait, c'est peut-être ce qui est le mieux du point de vue du message, c'est hallucinant de voir le nombre d'appareils connectés et comment des mecs se font avoir parce il leur reste un cure-dent connecté qui traîne et hop, c'est parti. Sauf Malotru, bien sûr. Évidemment. Ça se fait jamais avoir. Même Marina d'ailleurs. Bon, on a attendu cette séquence Bureau des légendes pendant toute l'émission et je ne suis pas déçu et je vais encore avoir envie de regarder cette série. J'espère qu'il en sera de même pour vous, auditeurs et auditrices de Salut le Turfu. On a un peu débordé, on est désolé. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout pour entendre cette petite conclusion. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, on vous fait des bisous. Voilà. Quel enfer en ASMR. Des bisous en ASMR. Bisous. Bisous. Bientôt.